Il régnait une peur immense. Allait-il frapper de nouveau? Personne ne savait. Un inconnu massacre 9 personnes innocentes. Il y a une mère allongée dans le sang de son fils. Ma mère adorait cette église. La vérité, c'est que les crimes de haine sont perpétrés par des gens ordinaires. Il a appris son idéologie par le biais d'Internet. Comment la peur et la haine ont-elles conduit à des attaques gratuites contre des personnes innocentes? Ils avaient déclaré avoir peur que les musulmans ne s'emparent du gouvernement. Ils avaient prévu de tuer des bébés, des femmes, des enfants, des hommes. C'est une crainte qui vous poursuit en permanence. Vous vous demandez si on va s'en prendre à vous à cause de la couleur de votre peau. Pour Vanity Fair, la journaliste Tina Nguyen a mené l'enquête. Son récit traitant du racisme aux États-Unis a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Crime de haine ». Le voici en images. Le 17 juin 2015. La séance d'étude de la Bible du mercredi soir se déroule dans le sous-sol de l'église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel, l'une des plus vieilles églises de la communauté noire du pays. L'église Emmanuel n'était pas n'importe quelle église. La communauté y était très attachée. Elle s'est longtemps engagée dans la lutte pour les droits civiques et Martin Luther King y est venu dans les années 60. Ce soir-là, le groupe réuni pour l'étude de la Bible compte 12 membres, principalement des femmes d'âge moyen et des femmes âgées. Un jeune homme blanc est entré. Il a demandé le pasteur. Ils l'ont accueilli dans le groupe. Quelqu'un lui a donné une Bible. Il s'est assis à côté de Clementa Pinckney, le pasteur principal de l'église Emmanuel. Ils ont parlé de la Bible pendant toute une heure. Et d'après les personnes présentes sur les lieux, le jeune homme n'a rien dit. Il est juste resté assis là. Au moment où ils s'apprêtaient à réciter leur prière de conclusion, il s'est levé, il a fouillé dans sa banane et il en a sorti un pistolet de calibre 45. Il hésite l'espace d'une seconde. Il a dit « L'espace d'un instant, je ne voulais pas leur tirer dessus parce qu'ils étaient gentils avec moi. » Puis, vers 21h, il se lève et se met à ouvrir le feu. Il tire sur tout le monde en disant « Vous violez nos femmes, vous nous tuez, vous devez mourir. » Et les gens le supplient d'arrêter. Il a tiré 77 fois en tout et a tué 9 personnes. Il a rechargé son pistolet 5 fois alors qu'il tuait ces personnes. Il s'est avancé vers Polly Shepard, une femme de 70 ans qui se cachait sous une table et qui priait. Elle priait tout haut, certaine qu'elle allait mourir. Et il lui a dit « Je ne vais pas te tuer. Je vais te laisser raconter ce que j'ai fait. » Il voulait qu'un témoin fasse le récit de son acte. Felicia Sanders, dont le fils de 26 ans, Tai Wanza, vient d'être tué alors qu'il essayait de protéger les autres, parvient elle aussi à survivre. Elle a eu la présence d'esprit d'attraper sa petite fille de 11 ans pour la mettre sous une table en lui demandant de faire la morte. Il y avait une mère allongée dans le sang de son fils et d'autres personnes qui faisaient semblant d'être mortes pour ne pas qu'il leur tire dessus. Ensuite, il s'est enfui. 911, what's the address of the emergency? Emmanuel Church, there's plenty of people shot down here. Please send somebody right away. There's so many people dead, I think. Vers 21h, des informations inquiétantes surgissent de toutes parts sur Twitter. Une fusillade avait éclaté à Emmanuel. À ce moment-là, on ignorait la gravité de la situation. Mais le fait que ça se passe dans une église du centre-ville était source d'inquiétude. Soudain, l'agence de presse signale qu'une fusillade a éclaté dans une église historique très importante de la communauté noire à Charleston et qu'on ignore l'identité du tueur. Pour les autorités, un homme blanc qui abat des fidèles noirs ne peut amener qu'à la terrible conclusion qu'il s'agit d'un crime de haine raciste.
Il s'est rendu dans cette église parce qu'elle revêt un caractère très symbolique pour la communauté afro-américaine de la ville. It will be investigated as a hate crime, but the FBI would be here regardless because of the size and scope of the investigation. Il s'était mis en tête, comme il l'a dit à ses victimes, que les Noirs violaient nos femmes et s'emparaient du pouvoir. Qu'est-ce qui a pu donner l'idée à ce jeune homme de commettre un crime si abject? De nos jours, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des idéologies parlant de race et de religion dégénérée. Internet les colporte jusque dans nos foyers. A report out this past week cited what it called a barrage of hate after the election of Donald Trump. The analysis came from the Southern Poverty Law Center, a civil rights group, which cited more than 800 incidents, many of them aimed at African Americans and immigrants. Et la haine se traduit souvent par des actes. D'après le ministère de la Justice, plus de 250 000 crimes de haine ont lieu aux États-Unis chaque année. 90% d'entre eux sont violents. Les cibles principales sont les Afro-Américains, les musulmans et les Juifs. Dans la loi, un crime de haine se définit par un individu prenant pour cible des personnes en raison de leurs origines, croyances ou orientations sexuelles. Ceux qui commettent des crimes de haine existent depuis le Ku Klux Klan et continuent à sévir de nos jours. Le Ku Klux Klan a été formé après la guerre civile par d'anciens officiers sudistes pour réprimer les Noirs affranchis. Il a été interdit après des années de violence et de terreur, mais il a revu le jour pendant la Première Guerre mondiale, lorsque des millions d'immigrants, pour la plupart catholiques et juifs, sont arrivés en Amérique. Autrefois, les membres du KKK se cachaient derrière des cagoules. Aujourd'hui, nombre de leurs descendants se sentent libres d'exprimer ouvertement leur idéologie raciste. America was, until this past generation, a white country, and it belongs to us. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Mais il y a un homme en colère, partisan de la suprématie des Blancs, qui reste dans l'ombre. Un homme qui commet l'un des crimes de haine les plus meurtriers de l'histoire moderne des États-Unis. À ce moment-là, personne ne connaissait l'identité du tueur. Personne ne connaissait ses intentions et ne savait s'il allait frapper ailleurs dans la ville. La police se déploie dans la ville de Charleston à la recherche du tireur. L'hélicoptère de la police s'est mis à survoler la ville. Il y avait des policiers partout dans les rues. Les personnes habitant près de l'église ont été priées de rester chez eux. We are following a church shooting in Charleston, South Carolina that occurred about 9 p.m. this evening. The gunman is still at large. Vous ressentez un choc terrible parce que vous ne voulez pas imaginer ça. Pour moi, c'était inconcevable. Parce qu'à mesure que les noms de ceux qui avaient été tués étaient divulgués, vous réalisiez que c'étaient des personnes que vous connaissiez. J'ai été profondément attristée, non seulement parce que ces personnes ont perdu la vie, mais aussi parce qu'elles l'ont perdue alors qu'elles accueillaient quelqu'un dans leur lieu de culte. D'une certaine façon, ça rend la chose encore pire. Elles se sont montrées ouvertes et elles l'ont payé de leur vie. Ce qui me fend le cœur, c'est que ma mère adorait cette église. J'ai l'impression qu'on m'a arraché le cœur. Je me souviens être entré sous la douche tout habillé parce que je n'arrivais plus à respirer et... L'impression dominante est que si on ne peut pas être en sécurité lorsqu'on étudie la Bible, alors où peut-on se sentir en sécurité? Il régnait une peur immense. On craignait qu'il ne vise une autre église de la communauté noire. Allait-il frapper de nouveau? Personne ne savait. Craignant une escalade de la violence, la police de Charleston fait appel à l'unité des droits civiques du FBI. Il soupçonne le tireur d'être membre d'un groupe néo-nazi ou d'un groupe de skinheads. Le FBI a formé une équipe capable de répondre à des cas de tuerie de masse comme celle-ci et a commencé à aider la police locale à mettre en place des groupes d'enquêteurs. La ville a mis les bouchées doubles et les enquêteurs ont entrepris d'examiner toutes les images de vidéosurveillance à la recherche d'un indice. Alors que les autorités recherchent un indice leur permettant de déterminer l'identité du tireur et l'endroit où il se trouve,
le spectre d'un nouvel acte violent menace. Vers 22h30, il y a eu une alerte à la bombe qui a semé de nouveau la panique. The police have been continuously moving us back, and an officer just explained why. He said there was a confirmed bomb threat in the nearby area. L'alerte à la bombe concernait un lieu à proximité de l'église. Ça faisait peut-être partie d'un plan de plus grande envergure. Personne ne savait. La bombe ne s'est jamais matérialisée. Le lendemain matin, la police ignore encore tout de l'identité du tireur. Au petit matin, le tireur était encore en fuite. Puis enfin, ils tiennent une piste grâce à la caméra de sécurité de l'église. Ils ont trouvé un extrait montrant un jeune homme avec une coupe au bol en train de quitter l'église. Vers 6h30 du matin, ils ont émis une affiche avec sa photo qui a été diffusée dans le monde entier. Ils ont diffusé cette image à la télévision avec le message suivant. « Veuillez appeler à ce numéro si vous reconnaissez cet homme. » Et sa sœur a appelé pour dire « Je sais qui c'est Dylann Roof. » Ils ont un nom, ils ont un visage. Maintenant, la police doit le trouver avant qu'il ne tue de nouveau. La police a identifié Dylann Roof comme le principal suspect dans le meurtre de 9 paroissiens, survenu dans une église historique de la communauté noire la veille au soir. Maintenant, ils doivent le retrouver, et vite. Personne ne savait qui il était, absolument personne. Il était inconnu de tous dans cette communauté. Dylann Roof s'avère également inconnu du FBI. Il n'a jamais été lié à un quelconque groupe néo-nazi ou raciste. Alors qui est cet homme? Et où est-il? La police et le FBI examinent de près sa famille et ses connaissances. Ses parents se sont séparés avant même sa naissance. Dylann Roof est un solitaire. Il a très peu d'amis. Il est de toute évidence désorienté à bien des niveaux. Je le décrirais comme un gamin tourmenté. Mais beaucoup de personnes viennent d'un milieu difficile sans pour autant aller commettre un massacre raciste. Il semble être sorti de nulle part. Il avait des amis noirs, dont l'un est passé à la télé. Like everybody's making him out to be racist, but here I am in front of you today as a black man and telling you I look at him no different today than what I looked at him last week. Because he never said anything racist to me, never treated me any different. Je doute que ses amis blancs partageaient ses sympathies. Ils ont vécu dans des communautés où l'intégration raciale était réussie et avaient des amis noirs. Certains de ses amis se rappellent les opinions extrêmes de Roof. Mais il les considérait comme de simples délires. Ses amis ne l'ont pas pris au sérieux. Comme quand vous avez un copain qui dit une aberration et que vous essayez d'en rigoler parce que vous ne voulez pas croire qu'il ferait une telle chose. Pour autant que l'on sache, lorsque ses amis ont entendu des bribes de son plan, personne n'est allé trouver la police en amont. Les photos de Dylann Roof et de sa voiture sont diffusées à la télévision et circulent sur Internet toute la matinée. Mais cela ne mène à aucune piste concrète. Puis, 13 heures après l'attaque, les autorités reçoivent une information capitale. Il s'était rendu en voiture jusqu'à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, près d'une ville appelée Shelby. Et là, une femme qui allait au travail a remarqué la voiture. Elle l'a reconnue. Un policier reçoit l'appel d'une amie fleuriste qui lui dit « Je crois que j'ai vu sa voiture. Je crois que j'ai vu l'individu. Je vais le suivre. » Et elle a fini par le suivre jusqu'à Shelby. Là, la police de la Caroline du Nord est arrivée. La police a rattrapé la femme et ils ont pu arrêter Dylann Roof. Les policiers craignaient qu'en l'approchant, il voudrait partir auréolé de gloire. Il a dit qu'il allait se tuer, mais il ne l'a pas fait. Il s'est rendu assez facilement. Quelques heures après son arrestation, 2 agents du FBI interrogent Dylann Roof. You said you had to do this because I had to do it because nobody else is going to do it. Nobody else is brave enough to do anything about it. Back in the late 80s and the early 90s, we had skinheads and stuff like that. There's no skinheads.
left. There's no KKK. KKK never did anything. So you're basically trying to make a statement or prove a point on behalf of the white race, is that what you're saying? Yeah, in a way. D'après Dylann Roof, Internet l'a transformé. Mais pourquoi? C'est visiblement un vrai cas d'auto-radicalisation. Dylann Roof était un jeune homme très en colère qui s'est intéressé à l'affaire Trayvon Martin, mort en 2012. Martin a été tué par George Zimmerman, qui n'a finalement pas été inculpé. Dylann Roof a décrété que Trayvon Martin méritait de mourir, et en réfléchissant à cette affaire, il est allé sur Internet et il a tapé les mots « crime des Noirs à l'encontre des Blancs » sur Google. Les groupes prônant la suprématie des Blancs sont convaincus que les personnes noires prennent pour cible les personnes blanches à une vitesse alarmante et que la société est dépassée parce que les responsables sont trop frileux pour le reconnaître. Dylann Roof a obtenu tous ses renseignements sur Internet et a pris ses décisions en conséquence. Il était intimement convaincu de cette allégation. Il a adopté l'idée, qui est désormais courante dans l'extrême droite en général, selon laquelle les Blancs des États-Unis seraient soumis à un génocide intentionnel perpétré par les Noirs et les personnes de couleur. Les statistiques du FBI montrent que les Afro-Américains sont les cibles les plus fréquentes des crimes de haine. But in your mind, the white race is the dominant race. No, I don't think the white race is the dominant race. I wish it was. I think it should be. That's the problem. Dylann Roof a trouvé l'approbation qu'il recherchait sur Internet. Un lieu où les personnes prônant des idées radicales peuvent trouver des communautés avec qui les partager. Les autorités veulent savoir s'il a agi seul. Il n'y avait pas de preuve d'un complot susceptible de répandre un flot de violence dans la ville. La police a considéré qu'il était ce qu'on appelle désormais un loup solitaire. Non seulement il n'a comploté avec personne, mais il n'a été financé par personne. Il a seulement lu ce qu'il voulait lire, il s'est imprégné de l'idéologie raciste, puis il a agi seul. Juste avant les meurtres, Dylann Roof a écrit un manifeste raciste que les autorités ont découvert sur le net, dans lequel il parle de sa rage au sujet de la situation des Blancs et de sa haine des Noirs. Dylann Roof a décidé « Je vais tuer des Noirs ». Et à la toute fin de son manifeste, il dit de manière très explicite « Tout ça, ce ne sont que des paroles, pas des actes. Il faut que quelqu'un passe à l'action, alors autant que ce soit moi. » Alors Roof, comme de nombreux assassins perpétrant des crimes de haine, a décidé de se porter en jeune et grand héros de sa communauté, c'est-à-dire les Blancs. Je pense qu'il voulait vraiment déclencher une guerre raciale. Il devait se considérer comme une sorte de martyr et il voulait être le premier à passer à l'acte pour faire ce que les gens sur Internet et tous les suprémacistes blancs avaient essayé de faire depuis des années et des années. Alors que Dylann Roof attend son procès, à 2400 km de là, dans le sud-ouest du Kansas, 3 hommes sont soupçonnés de planifier leur propre guerre contre les immigrés musulmans. Et d'après les autorités, ils ont l'intention de tuer des hommes, des femmes et des enfants pour parvenir à leur fin. Cela fait 1 an et demi que Dylann Roof a tué 9 paroissiens noirs à Charleston. À 2400 km de là, une autre communauté est en grand danger et elle ignore tout de ce qui est sur le point d'arriver. Quand on pense au Kansas, on pense aux fermes, aux villes peuplées majoritairement de Blancs. Garden City n'est pas une ville typique du Kansas. Elle compte parmi les plus grandes et les meilleures usines de conditionnement de viande de l'État du Kansas et du Midwest. Et ces usines emploient beaucoup de main-d'œuvre immigrée, des Somaliens, des Birmans. Lorsque les réfugiés cherchent un endroit où s'établir et qu'on les invite à s'installer quelque part, ils vont là où il y a du travail. Nous avons beaucoup d'emplois dans le secteur de la transformation de la viande. Mursal Naleye
est arrivé de Somalie aux États-Unis en 2010 à l'âge de 20 ans. Il est venu tout seul pour échapper à la guerre civile. Si j'ai quitté mon pays pour venir aux États-Unis, c'est pour avoir un meilleur avenir, et une meilleure éducation, et aider ma famille, parce que la guerre civile sévit dans mon pays depuis 1990. Il n'y a pas de paix. Alors j'ai fui pour avoir une meilleure vie et aider ma famille. J'aide financièrement toute ma famille qui est restée là-bas. Les réfugiés somaliens ont commencé à arriver à Garden City au milieu des années 90. Aujourd'hui, ils sont environ 500 Somaliens dans une ville qui compte environ 30 000 habitants. Ils avaient connu des situations extrêmement difficiles. Les fusillades, la faim, la privation, la persécution. Ils sont arrivés dans ce pays avec une bonne éthique de travail. C'est une qualité qui attire toutes les sociétés à la recherche de travailleurs. Ils étaient disposés à effectuer des tâches ardues. Il y a un certain nombre de réfugiés somaliens qui habitent ici, à Garden City, et beaucoup d'entre eux sont de confession musulmane. À Garden City, on est libre de pratiquer n'importe quelle religion. Alors, c'est très bien d'avoir une ville comme ça. Mais à 100 km au sud, dans la ville de Liberal, au Kansas, les autorités déclarent que 3 individus, Curtis Allen, 49 ans, Gavin Wright, 49 ans, et Patrick Stein, 47 ans, vont vers l'affrontement avec la population de Garden City. Ce sont des hommes ordinaires, comme on en verrait travailler ou vivre dans sa communauté. Gavin Wright gère une entreprise familiale de vente de mobil-homes. Curtis Allen est un ancien militaire qui travaille avec Gavin Wright. Patrick Stein, quant à lui, vient d'une famille respectée. Tous auraient formé un groupe clandestin résolu à sauver l'Amérique des étrangers. Il y avait une milice ici au Kansas qui se faisait appeler The Crusaders. Ces 3 hommes ont participé à des organisations prônant le nationalisme blanc. Sur les réseaux sociaux, ils avaient déclaré avoir peur que les musulmans ne s'emparent du gouvernement. Ces individus traitaient souvent les Somaliens de cafards, comme s'ils étaient des moins que rien, comme s'ils n'étaient pas dignes de vivre dans la société, pas dignes d'être vivants. D'après le FBI, Allen, Stein et Wright complotent depuis des mois pour perpétrer une tuerie de masse. Ils avaient prévu de tuer des bébés, des femmes, des enfants, des hommes. Ils voulaient éliminer tout le monde. Ils voulaient que ça serve de point de départ, que ce soit un appel à l'action. Patrick Stein avait commis une infraction majeure et Curtis Allen quelques délits, mais rien qui puisse laisser penser que ces individus comploteraient un tel massacre. Leur haine les rend si audacieux qu'on les soupçonne de surveiller les cibles potentielles dans Garden City en plein jour. Ils ont passé beaucoup de temps à rôder en voiture dans Garden City. Parfois, ils baissaient leurs vitres pour insulter les personnes qui portaient un hijab et qui s'habillaient différemment. Finalement, les individus se concentrent sur la mosquée de la communauté. Les Somaliens sont très fiers de leur mosquée, alors ils veulent toujours s'assurer d'avoir un lieu pour la prière. Dans cette résidence, ils l'ont installée dans un appartement sans mobilier. Ce qui devrait faire office de salon est rempli de tapis de prière. Ce lieu pourrait servir d'habitation, mais ils ont choisi d'y installer une mosquée. Ils avaient prévu de frapper aux heures de prière de la mosquée. Ainsi, il y aurait eu le maximum de personnes dans la résidence. Il y avait des enfants qui jouaient sur le trottoir, qui tapaient dans un ballon de foot, et des petits-enfants qui se promenaient main dans la main avec leurs parents. Il y a 150 personnes dans cette résidence, dont une cinquantaine d'enfants, et ils voulaient tout faire sauter. Destruction totale et tuerie de masse. Tels étaient leurs objectifs. 3 hommes blancs qui se font appeler The Crusaders, les croisés, sont accusés d'avoir planifié l'explosion d'une résidence et le meurtre de dizaines d'immigrés somaliens musulmans, y compris des femmes et des enfants, à Garden City au Kansas. Et ils ont décidé de la date de l'attentat, le 9 novembre 2016.
Ils avaient prévu de faire exploser ces bombes le lendemain des élections présidentielles. Ces personnes planifiaient leur projet depuis février 2016. Leur plan consisterait à fabriquer des bombes artisanales à l'aide de matériel acheté en magasin comme de l'engrais. Ils avaient parlé d'utiliser des bombes fabriquées à partir de carburant et d'engrais, du genre de celles utilisées par Timothy McVeigh dans l'attentat d'Oklahoma City en 1995. Ils avaient dans l'idée de charger 4 véhicules de bombes et de les garer en différents endroits de la résidence de Garden City. On pense que ces hommes recherchent des explosifs illégaux pour la confection de leurs bombes, ainsi que des fusils entièrement automatiques. Ils essaient de rester discrets. Ils se sont rencontrés plusieurs fois dans les champs, pour ne pas qu'on les entende. C'était une opération très secrète. Ce que Patrick Stein, Curtis Allen et Gavin Wright ignorent, c'est que leurs faits et gestes sont surveillés de près par l'un de leurs camarades, un 4e membre des Crusaders. Un individu faisant partie du groupe a pris peur quand la violence de leur discours s'est intensifiée. Il a décidé d'aller trouver le FBI pour lui faire part de ses inquiétudes. Les agents du FBI l'ont convaincu de devenir leur informateur et de leur permettre de surveiller ses conversations avec les membres de ce groupe. L'informateur du FBI a enregistré secrètement leur réunion. Il parlait de la nécessité de déclencher quelque chose, de se battre, et il disait que cet acte inciterait peut-être d'autres personnes à agir. L'informateur du FBI dit aux conspirateurs qu'il connaît quelqu'un qui peut les aider à concrétiser cet attentat. En septembre, cet informateur confidentiel pour le FBI présente Patrick Stein à un agent secret du FBI, qui se fait passer pour un leader d'une organisation criminelle et qui accepte de leur fournir du matériel pour confectionner des bombes ainsi que des engins explosifs et des armes à feu. Stein a passé du temps à essayer les armes que l'employé du FBI leur avait apportées. Puis, il l'a emmené à la résidence pour lui montrer à quel endroit il avait prévu de faire exploser cette bombe le 9 novembre. Ils ont beaucoup parlé de ce dont ils auraient besoin, de la façon de confectionner les explosifs et du prix que Stein était prêt à mettre pour la bombe. Évidemment, Patrick Stein ignorait que c'était un agent du FBI infiltré. La police pense que le groupe se tient prêt et prépare ses armes en attendant de se procurer les ingrédients cruciaux auprès de son nouveau fournisseur. Puis, à seulement 3 semaines et demie des élections présidentielles, le FBI fait une descente et arrête les conspirateurs, découvrant un arsenal de matériel meurtrier. Ces individus amassaient du matériel explosif, des munitions, des armes à feu, tout ce dont ils avaient besoin pour mettre à exécution le projet qu'ils planifiaient depuis des mois. D'après ce que nous a raconté le FBI, ils ont trouvé une tonne de munitions dans le mobil-home d'Allen et du matériel pour la fabrication de bombes dans l'entreprise de Wright. America's largest Muslim civil rights group is calling for more security at mosques after the arrest of 3 men in Kansas. Ils haïssent tout. Ils ne veulent pas de gouvernement, ils ne veulent pas toutes ces différentes cultures, ils ne veulent pas de religion. L'un d'eux disait « Tuez-les, parce qu'un bon musulman est un musulman mort ». Je fais moi-même partie d'une minorité. Alors l'idée que quelqu'un vienne à moi pour m'ôter la vie simplement à cause de la couleur de ma peau, sans même me connaître, simplement parce qu'il m'a vue et qu'il décrète que je dois mourir, c'est terrifiant. Mais malheureusement, c'est une réalité bien présente, surtout aux États-Unis, et elle s'applique beaucoup plus aux minorités qu'aux Blancs. Tous ces explosifs auraient détruit bien plus que cette petite zone. Ils auraient dévasté des quartiers entiers. On avait vraiment le cœur brisé. J'étais choqué et terrifié. Tous les habitants de Garden City étaient choqués et terrifiés. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait à ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas que je sois là pour faire ma vie.
Je ne comprends pas pourquoi ils me haïssent. Le FBI certifie aux habitants qu'ils ont arrêté tous les conspirateurs. Le chef de la police de Garden City, Michael Hughes, tente de rassurer la communauté somalienne. Je voulais leur dire que ce n'était pas seulement une menace qui les visait eux à titre individuel, mais une menace qui visait Garden City dans son ensemble, et qu'on n'allait pas permettre que cela se produise. Les leaders somaliens ont dit « Nous venons d'un pays où régnait la guerre et la violence et où personne ne nous protégeait. Nous sommes ici aux États-Unis et cet attentat a failli se produire, mais on nous a protégés. Et c'est pour ça que nous sommes ici. » Le message que je voulais leur faire passer, c'est qu'ils pouvaient aller à l'école en toute sécurité, sortir jouer dehors en toute sécurité, aller travailler en toute sécurité et rester dans notre communauté à Garden City en toute sécurité. Si l'attentat de Garden City a été déjoué, c'est uniquement parce que quelqu'un a appris le terrible complot qui se préparait et en a informé le FBI. Dans le cas de Dylann Roof, ses amis l'ont entendu proférer des menaces, mais ils n'ont averti personne. Ce genre de choses peut arriver n'importe où. Franchement, je ne sais pas comment on peut stopper la haine d'un individu à l'égard d'autrui. Mais c'est le problème que nous voulons tous résoudre à l'heure actuelle. Surtout depuis que nous avons découvert que de nombreux crimes de haine aux États-Unis ne viennent plus des institutions, mais des individus en personne. Stein, Allen et Wright restent incarcérés à la prison de Wichita en attendant leur procès devant la Cour fédérale. Ils maintiennent leur innocence. Patrick Stein, Gavin Wright et Curtis Allen ont été accusés de comploter pour utiliser une arme de destruction massive contre des personnes et des biens sur le sol américain. En fait, c'est ce que l'on peut qualifier de terrorisme intérieur, un crime passible de perpétuité dans une prison fédérale. Pour la police, le complot de Garden City et les meurtres de Charleston témoignent des risques auxquels nous sommes confrontés dans un monde de plus en plus complexe. Dylann Roof a été accusé de meurtre et de crimes de haine, ce qui a contrarié de nombreuses personnes parce qu'elles étaient d'avis qu'il avait également commis un acte terroriste. La majorité des services chargés de faire respecter la loi n'accordent pas beaucoup d'attention aux crimes de haine. Alors, si on leur accorde plus d'attention parce qu'on les appelle actes terroristes, alors c'est une étiquette très utile. Les crimes de haine pourraient sans doute être considérés comme des actes terroristes à plus petite échelle. Ils sont plus locaux, probablement exécutés par un loup solitaire, comme dans le cas de Dylann Roof. Je pense que la frontière est floue. Qu'on l'appelle crime de haine ou terrorisme intérieur, le terrible carnage perpétré par Dylann Roof va forcer les habitants de Charleston à affronter leurs peurs les plus profondes. Le lendemain de sa tuerie qui a causé la mort de 9 fidèles de l'église épiscopale méthodiste africaine de Charleston, Dylann Roof est arrêté à Shelby, en Caroline du Nord, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Roof avoue son crime aux enquêteurs du FBI 3 heures après son arrestation. Well, I had to do it because somebody had to do something. Dylann Roof a été accusé de meurtre et de crimes de haine. La communauté était effondrée. Et ils avaient toujours eu conscience que le racisme était systémique et latent. You still got that residue of the mentalities of the master and the slave. And unfortunately, we see what has happened here yesterday. That just makes people more aware of it. Like, racism never ended. People, if they have a racial problem, do not pick up a gun to go out and kill people just because they hate the opposite race or person, another minority. Les crimes de haine, et surtout les meurtres, terrorisent toute la communauté. On ne peut pas oublier son appartenance raciale. C'est très traumatisant.
2 jours après la fusillade, Dylann Roof comparaît par vidéo interposée depuis sa prison devant la cour. Certains membres de la famille des victimes décident de se rendre au tribunal. Le juge leur donne l'occasion de s'adresser à Roof. Il y a une grande tension dans la salle. C'est la première fois qu'ils le voient. Aucun membre de la famille des victimes n'avait prévu de prendre la parole. Mais quand le magistrat a commencé à égrener le nom des victimes, parmi les premiers qu'il a énoncés figurait celui d'Ethel Lance, qui avait 70 ans et qui était concierge de l'église. Alors la benjamine d'Ethel Lance, Nadine Collier, a ressenti l'envie de se lever pour dire quelque chose. But I forgive you and have mercy on your soul. Chacun leur tour, ils se sont levés et ont dit sensiblement la même chose. Et le monde entier regardait. C'est incroyable que ces familles aient pu offrir leur pardon. Charleston est peut-être divisé selon des critères raciaux sur d'autres problèmes, mais c'est une ville très chrétienne. Alors pour les habitants de la ville, qu'ils soient noirs, blancs, quelle que soit leur origine, là où le tireur pensait diviser la population, en fait, son acte a eu l'effet inverse, puisque les gens de toutes couleurs de peau se sont rassemblés. Quelques jours plus tard, le président Obama prononce un éloge funèbre passionné pour le pasteur Clementa Pinckney. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Le 10 janvier 2017, après avoir été déclaré coupable pour 33 chefs d'accusation de crimes de haine, Dylann Roof est condamné à mort devant la Cour fédérale. Ce genre de crime a tendance à fracturer notre société sur les failles préexistantes entre les ethnies, les classes sociales, les sexes, les religions, etc. Vu la recrudescence des crimes de haine, la police doit s'atteler à la lourde tâche d'anticiper le prochain Dylann Roof ou le prochain complot de Garden City. Mais il est presque impossible d'identifier les meurtriers potentiels. La vérité, c'est que les crimes de haine sont perpétrés par des gens ordinaires. Il n'y a donc aucun moyen de dire que nous allons cibler un type d'individu particulier. Vous n'avez pas besoin de rencontrer en chair et en os des personnes qui appartiennent à un groupe suprémaciste ou radicalisé. Il vous suffit d'aller sur Internet et de trouver le compte Twitter du Ku Klux Klan. Et à partir de chez vous, assis dans votre canapé, vous pouvez lire de violentes propagandes. Énormément de personnes, littéralement des millions, postent des choses absolument terribles sur Internet. Je pense qu'il est extrêmement important que nous répondions aux individus qui tiennent des propos racistes ou qui agissent dans le but de rabaisser les minorités. Il ne faut pas hésiter à leur dire « Je ne suis pas d'accord, je pense que tu as tort, je pense que c'est raciste ». Se taire face à ce genre de problème, ça revient à consentir et à accepter. L'élection a accentué la peur que de nombreux Américains puissent avoir des opinions racistes et ne considèrent pas les minorités comme des partenaires égaux avec qui ils pourront bâtir ce pays. Ça va plus loin que ce que ces personnes s'étaient imaginé. On commence à voir des choses se développer, comme des individus qui dessinent des croix gammées sur les murs des maisons, des gens qui insultent les minorités, des personnes qui crient « Retourne en Chine » ou « Retourne en Afrique » ou « Retourne au Mexique ». J'ai vu des photos de poupées noires se faire lyncher en Floride. Ça commence toujours par de petites choses et ensuite ça se normalise. C'est ça le problème. Le fait de penser que des gens que je côtoie au quotidien pourraient comploter quelque chose comme ça, c'est inquiétant.
Pas seulement inquiétant, mais terrifiant. Quand ce genre de choses arrive, c'est facile de les ignorer. Mais je pense que l'histoire nous a appris que quand on les laisse faire, ça ne se termine pas bien. Et on espère que l'Amérique vaut mieux que ça.